Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Sem Saveur, le spécialiste des plantes comestibles prêtes à planter. C'est l'heure du jardinage, car qui jardine, dîne! Des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles, tout prêt à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur. Consultez la page Facebook et le site web de Sem Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Bertrand. Bonjour Janine, Monsieur Bertrand. Monsieur Bertrand, j'aime ça. Madame Je te Janine. vois avec un chapeau de paille dans le jardin. Ah là. oui, Monsieur Bertrand c'est dans mon les style. bandes Moi qui ne dessinées. porte jamais de chapeau, été comme Je hiver. Je sais. Bertrand, Oui. ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, ça évoque des souvenirs d'enfance. Dans Ah la oui? cour en asphalte, notre mère coupait des bouts d'œufs et là, on croquait ça à belles dents, comme ça. Et c'est un souvenir de Mais dis-le ce petite que enfance. c'était. Dis-le, t'as le droit. C'était des céleris. Ah oui, je sais que toi, t'adores le céleri. Tellement pas, mais Et moi, j'en j'aime mange pas. même plus aujourd'hui. Et non, moi, j'aime pas ça. J'oublie toujours Toi, t'aimes pas ça. Moi, j'oublie toujours d'en acheter Mais du c'est- céleri, mais j'aime pas ça. Mais c'est tellement bon dans la soupe. Ça par contre, je ne Ouais. peux pas le manger cru maintenant, en raison d'allergie. Je vais le dire tout de suite, là. Oui, c'est ça. Toi, Mais cuit, c'est ça. mon Dieu que j'aime ça. Puis cette année, on va avoir un nouveau test. On fait du céleri rose cette année. Du Ouais. céleri chinois. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que tu vas aimer ça cru, Peut-être toi. que je vais peut-être aimer ça, le céleri chinois. Oui, je pense que C'est chinois qui est rose. Donc, on parle des céleris. Ouais. Et donc, certains sont à côte. On les dit aussi des céleris branches. Hum. Et d'autres sont des céleris raves, ou on les appelle aussi parfois céleri navet. Ouais. Celui-ci est moins acheté, je pense, hein, que le Oui, c'est céleri moins à- connu. Là, c'est moins connu ici. En Europe, Oui. c'est très, très fort, le Ouais. céleri rave, là, parce que c'est le fameux céleri rémoulade qu'on a dans tous les restaurants. Là. Oui, Leur culture est similaire. Vous les cultivez à peu près un jour. Il y a des petites différences là, que je vais vous donner au fur et à mesure, mais OK. c'est à peu près similaire. Mais les céleris ont une longue histoire. Très longue histoire. L'ancêtre du céleri, c'est le H odorant ou H des marais. Donc, ça nous dit une petite idée d'où est-ce on les trouvait. H des marais, donc une plante qui va bien aimer l'eau. Elle est utilisée comme plante rituelle par les Égyptiens et chez les Grecs il y a 3500 ans. Rituel mortuaire? Ou de vie? Rituel non, je pense que c'était plus de rituel de mort, mais c'était une plante qui était une plante sacrée dans ce sens-là. Et donc, il y a 3500 ans, c'était une plante sacrée. C'était une plante rare et sacrée, là. Les Romains, après ça, l'ont considéré comme une plante condimentaire et on a commencé à le manger à partir du 16e siècle seulement. Donc, c'est une plante qu'on mange depuis assez peu longtemps, mais avant, c'était une plante qui était très considérée comme très spirituelle et du royaume des morts et des vivants. On ne sait jamais très bien la différence avec les Grecs et les Égyptiens. Là. Oui. Les lignes sont assez minces. Oui, oui. Alors, plante condimentaire aussi, c'est très parfumé. C'est Le ça. céleri, c'est très parfumé. Tu fais sécher, par exemple, les Ouais. feuilles. Tu les broies, c'est très, très bon. C'est ça. Mais qu'on n'ait pas pensé avant le 16e siècle à manger directement, c'est étonnant. Il y a les pommes de terre, c'est la même chose. Hein? C'est fou, Les pommes de terre, Ouais. là, c'est quand c'est arrivé, là, au début, on donnait ça au cochon parce qu'on pensait que c'était pas mangeable. là, Ouais, tu sais. Fait que, non, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont drôles. Fait que la différence entre le céleri à côte et le céleri rave, C'est la même plante au départ, OK? C'est Même la chose. chaudorante. Puis elles se sont diversifiées et à peu près simultanément. On pense que c'est à peu près en même temps, là. Donc, il y a deux lignées distinctes maintenant. Disons qu'il y a un horticulteur, il y a très, très, très longtemps, qui a trouvé un céleri avec une grosse boule, puis il s'est dit, tiens, c'est intéressant, il l'a multiplié, puis c'est parti de là, alors que le céleri était à côte avant, il n'y avait pas tellement de différence. Donc, dans le céleri à côte, ce qu'on appelle, on consomme les pétioles, qui ont pris du volume, là, ces fameux pétioles qui sont ronds, et un peu les feuilles aussi. Et puis, dans le céleri rave, c'est un pied atrophié
qui donne l'impression que c'est une racine, mais ce n'est pas une racine. Si vous avez déjà déterré... C'est hypertrophié. C'est ça, hypertrophié. Qu'est-ce que j'ai dit? Atrophié. Non, hypertrophié, excuse-moi. C'est tout le contraire. Bon, parce que je me suis dit peut-être que j'ai pas bien compris. Non, t'écoutes bien, c'est bien. Merci. Ouf! Donc, c'est hypertrophié. Et si vous arrachez un pied de céleri, ce qui n'est pas une sinécure, parce que c'est assez compliqué à arracher, il y a des grosses racines qui tombent en dedans. Et c'est pour ça que quand vous achetez un céleri, OK, un plant de céleri rave, il est tout coupé en dessous parce qu'on a enlevé les racines. Il y a une méchante racine en plus. Il y a des méchantes racines. C'est des grosses racines. Oui, c'est des grosses Est-ce que racines. ça pousse bien au Québec, tout ça, le céleri rave? Oui, ça pousse au Québec. Facilement? Oui, on en trouve des très beaux qui viennent du Québec, sans problème. Là. Bon. Donc, il y a une différence de forme. Là. Oui. C'est Alors, ça. chez les céleri à côte, on a des variétés vertes, les plus connues. Mm-hmm. Les variétés blanches ou dorées qui ne demandent pas de blanchiment. Les variétés à tige violette, rouge ou rose. Et c'est rare, ça. Oui. Oh! Il faut savoir qu'ici, on mange des variétés vertes, mais qu'en Europe, c'est rare qu'on les mange vertes. Souvent, elles sont blanchies. Oui. Donc, je vais vous reparler du blanchiment, parce que souvent, elles sont blanchies. C'est peut-être pour ça que j'aime moins les céleris, parce que je les trouve un petit peu durailles, là. Un petit peu dur à manger. Le céleri rave, lui, il y a juste la grosseur d'excroissance qui change. Il y a assez peu de variétés en réalité. Donc, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas rien. Là, c'est juste l'excroissance qui est plus ou moins grosse ou ainsi de suite. Là, mais il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Bon, puis maintenant, ça prend combien de temps à partir du semis pour qu'on puisse en faire la dégustation? C'est long. Les céleris à côte, c'est 80 à 90 jours. Sais-tu quoi? C'est presque étonnant qu'on nous vende le céleri si peu cher. Oui. Et le céleri rave, c'est 100 à 110 jours. Ah ouais. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on le cultive moins, parce qu'avec les étés qui sont un peu plus longs, ça va, mais qui étaient plus courts, ben, le céleri rave, il restait petit. Là. Tu sais, c'est comme le fenouil. Là. Essaye d'avoir de beaux fenouils ici, c'est un peu compliqué. Là. Il ne fait pas tout à fait assez chaud, puis le temps n'est pas tout à fait assez long. C'est ça. Bien qu'avec les changements climatiques, malheureusement, oui. On pourrait avoir des périodes de réchauffement plus longues. Exact. Ce qui semble être le cas. Bon, alors on va parler de goût de céleri à côte, parce que je vais dire humblement, je le mentionnais un petit peu au début de l'émission, je suis allergique maintenant quand c'est cru. Oui. Alors, tu vas nous parler du goût. Du goût. Alors, ça va. C'est amer et acidulé en même temps. C'est subtil et délicat. C'est un côté assez fort, mais ça devient subtil. C'est anisé avec une sensation de fraîcheur et une texture très croquante. Ce que les gens aiment, c'est croquer là-dedans. C'est très croquant, là. Quand on était petit, mais il y a un petit bon. côté d'anis, là, que les gens aiment bien. Et on dit que le parfum voisine celui du fenouil et de la livèche. Okay? Donc, c'est ce petit côté anisé qu'on aime bien là, dans le céleri. Là. Puis le céleri rave? Lui, il a un léger goût de noisette. C'est différent, donc? Oui, il est différent. Il est un peu citronné, un peu piquant. Ça rappelle à la fois le persil et le céleri branche. Là. C'est un peu entre les deux, là. Mais c'est vrai que quand tu en manges, tu le cuis, parce que tu n'es pas capable. Puis quand on le fait rémoulade, je mets tellement de mayonnaise puis de moutarde. Ça goûte même plus. pour être honnête, là. Oui, c'est ça. Bon. Est-ce que le céleri à colle? À colle. À côte. À côte. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne sais même pas pourquoi. C'est pas grave. Est-ce que c'est très nutritif? C'est un fort pouvoir antioxydant. C'est un excellent antioxydant. C'est riche en fibres alimentaires. C'est peut-être aussi que j'aime pas trop ça, parce que ça se met entre les dents, c'est énervant, le céleri. Mais tu disais tantôt qu'en Europe, ils les font pas verdir. Non, ils sont verts puis ils font blanchir. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard comment on les fait blanchir. C'est moins robuste. Les fils sont moins robustes. Oui, c'est un petit peu moins robuste. Okay. C'est des sources de micronutriments essentiels, puis de vitamine B et C, puis une source de vitamine K aussi, une excellente source de vitamine K. Et si on compare ça avec les céleri raves maintenant? Eux sont aussi un pouvoir antioxydant un petit peu moins fort, source de fibres alimentaires, source de vitamine K, source de vitamine B5, B6 et C, puis aussi une source de cuivre, de manganèse et de phosphore. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Non. Les deux sont complémentaires. Non, parce qu'il y en a un qui est plus proche de la racine, donc tout ce qui se passe dans la plante n'est pas métabolisé de la même manière. C'est ça. C'est pour ça que c'est différent, oui. Mon Dieu, que c'est intéressant. Bon, est-ce que ce sont des plantes qu'on pourrait juger exigeantes? Alors, c'est une plante de plein soleil. Ça aime le plein soleil, terre meuble et fraîche. Donc, le céleri à côte, on dirait que c'est une plante gourmande et moyennement assoiffée. Et le céleri rave, c'est une plante gourmande et assoiffée. Ah! Ça demande beaucoup d'eau, le céleri rave. Et c'est une plante gourmande, elle va demander beaucoup de matière organique puis d'engrais. Bon, alors, est-ce qu'on pourrait dire que tu achètes un céleri rave,
à l'épicerie, puis quand tu le travailles, là, il est très fibreux. Oui. Il aurait manqué d'eau. Non, il n'aurait pas manqué d'eau. Assoiffé. Il n'aurait pas manqué d'eau. Ben, il peut avoir manqué d'eau s'il est très, très fibreux, mais c'est un petit peu fibreux. Là. Il y a beaucoup de fibres alimentaires, donc c'est un peu fibreux, le céleri rave, là, c'est clair. Là. Puis il faut que tu le travailles beaucoup parce que c'est épais, la plure. Oui, il faut enlever la plure, c'est ça. C'est très raboteux. Oui. Mais en tout cas, ça vaut la peine parce que il y en a qui savourent ça. Hein. Oui. C'est incroyable. Que c'est facile à cultiver. C'est plus ou moins facile à cultiver, je trouve. Les deux? Les deux sont plus ou moins faciles à cultiver. Ce qui est surtout difficile, c'est la levée du semis. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, là, le semis à lever. Et les problèmes reliés à l'arrosage, puis c'est des plantes assoiffées. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Qui jardine, dîne. L'heure est au jardinage et au prêt à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur, une gamme de plantes cultivées pour vous par un producteur de plus de 35 ans d'expérience. Obtenez des récoltes savoureuses avec 132 variétés de légumes, dont 16 patrimoniales, 71 variétés de fines herbes, 14 de petits fruits et 12 de fleurs comestibles. Proposés en différents formats, les prêts à planter de Sem Saveur sont vendus dans toutes les bonnes jardineries du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, pour nos céleris, bon, est-ce qu'il y a un moment, quand et comment on les multiplie, les céleris? Bon, les céleris, on les fait à l'intérieur entre la mi-mars et la mi-mai. À l'intérieur, carrément. À l'intérieur, oui. Oui, parce que c'est trop long à les faire extérieur. À cause du 60 jours, 90 jours, 100 jours, là, si on le fait à l'intérieur... tu gagnes du temps. On a juin, juillet, août, là. À partir du 15 août, les températures commencent à baisser, puis mi-juin. On a 2 mois vraiment, donc 60 jours. Si on a des plantes de 80 jours, ben, on est un peu court, donc il faut le faire. On dépose les graines en surface, donc sur la surface du sol, on ne les enterre pas. On tasse légèrement le terreau, et puis la température doit être autour de 20 degrés Celsius jusqu'au moment de la levée. Donc, à 20 degrés Celsius, ça prend un tapis chauffant. OK. Ou de le mettre sous des lumières chauffantes, là. Mais ça prend quelque chose pour le chauffer. Puis en général, le terreau doit rester constamment humide. Hein, ça, c'est important. Il doit être bien humide. S'il sèche, les plantes vont avoir de la difficulté. Et on peut semer un peu plus tôt en saison. Moi, je les ai déjà semés, les nôtres, les roses. Donc, je les semais plus tôt parce que j'aime repiquer, donc je vais repiquer. Là, on est en février. En février, pour dire, là, c'est ça. Donc, mi-février. Et donc, je vais les repiquer 1 ou 2 fois. À quel moment tu peux dire que le repiquage pourrait être utile? Les repiquages se font quand il y a 2 ou 3 feuilles vraies. Donc, les 2 premières feuilles, c'est les cotylédons. Les 2 premières parties vertes, c'est les cotylédons. Donc, vous attendez qu'il y ait 2 ou 3 feuilles vraies, ce qu'on appelle. Et là, on les repique. Je les repique dans des petites cellules, là, les petits mini-pots. Oui. Puis après ça, si je vois que c'est suffisant, je vais les mettre en terre. Si je vois que j'ai besoin, je vais les remettre dans un pot de 4 pouces. Juste un petit peu plus juste grand. Un peu plus grand pour qu'ils poussent. Fait que je gagne un peu de temps comme ça. Là, si on a de la place, là, et de la lumière surtout, on peut le faire. Là. Puis le repiquage, ça permet un système racinaire qui est plus important. Ça aide un peu le système racinaire. Ça commence à être controversé, cette histoire-là de racine racinaire. Moi, j'ai toujours pensé que c'était ça. Il y en a qui disent que c'est pas bon pour le système racinaire. C'est pas clair, parce que c'est difficile d'aller vérifier les racines. Parce que l'avantage que ça a, pour moi, c'est que moi, je sème à la volée dans un petit casseau et qu'après ça, je vais choisir. Je ne vais pas en faire 150, là. Je vais en faire peut-être 4 ou 5. Donc, je vais peut-être en semer 15, puis je vais aller choisir les plus beaux, les plus gros, les plus avancés, puis les autres, je vais les envoyer, là, tu sais. Okay. Alors, c'est eux que tu repiques? C'est eux, je repique toujours. Puis, mettons que j'en ai besoin de 5, je vais en repiquer 8. Puis, je vais en garder 5 à la fin, puis les 3 autres, ou ils sont pas assez beaux, puis ils s'en vont dans le compost, ou ils sont assez beaux, puis je les donne. Fait que tu dis un repiquage, et c'est bien correct. Un repiquage ou 2, dépendant si vous commencez tôt. Bon, parfait. Les semis, ça lève difficilement. Pourquoi?
Ils sont sensibles à la température du sol et à l'humidité. C'est pour ça que je vous disais, ça prend un tapis chauffant là, pour avoir votre 20 degrés, parce que sans ça, c'est compliqué. C'est long à germer. Ça prend entre 10 et 20 jours à germer. Il y a un risque de pourriture, puis tout ça. C'est compliqué, c'est ça. C'est pas du côté de la faculté germinative, il faut garder parce que c'est de 7 ans. Okay? Quand même. Donc, ça va bien, là, on peut garder les graines un petit bout de temps, mais c'est vraiment la température et l'humidité du sol qui sont extrêmement importants pour que ça lève comme il faut. Il faut que tu surveilles. Pendant les 10 à 20 premiers jours, tu surveilles. C'est ça. Bon. Quand est-ce qu'on... Non, tu surveilles. Tu surveilles les conditions les premiers jours, mais après ça, tu les surveilles aussi. Mais oui. Tu les laisses pas aller, là. Mais non. Okay. Parce qu'il vous plaît, là. Non, c'est ça. Ça aurait pu être mal interprété. Oui, c'est ça. Je voulais pas... T'as un œil aguerri pour les poupons, mais après ça, c'est des enfants, tu les surveilles. Oui. Et quand tu les plantes, quand vient le moment où... Une fois les derniers gels passés, et idéalement, c'est une température de 16 à 21 degrés. Donc, c'est pas énorme, mais quand même, il faut avoir un 15-16 degrés dans le sol pour commencer à penser ces céleris, parce que c'est quand même des plantes qui viennent d'un milieu un petit peu chaud, là. Donc, une plantation hâtive dans un milieu trop froid, ben, les plantes vont monter à graines parce que c'est une bisannuelle, là, et donc elles risquent de monter à graines. Puis une fois qu'ils ont monté à graines, c'est beaucoup moins bon. Là, c'est ça. Donc, on laisse à peu près autour de la plante 25 cm. Là. Moi, je donne maintenant autour de la plante la longueur sur le rang parce que pas obligé de faire des rangs. Là. Moi, je fais plus de rangs. Là. J'ai appris ça là, quand j'étais jeune, le cordeau, puis en lignée. Mais dans un petit jardin, moi, je plante ça à peu près à l'œil, là, puis c'est plus beau. C'est plus beau. C'est plus beau. À moins qu'on aime les belles rangées, mais ça ne me tente plus. Ça ne te tente plus. Alors, on ne le fait plus, puis c'est correct, ça pousse aussi bien, puis ils sont peut-être même plus heureuses. On a l'impression d'être en liberté et non d'être en rang de soldats. C'est ça. Les céleris à côte, ça s'associe à quel autre légume pour favoriser? Les deux meilleurs compagnons reconnus, c'est le concombre et les cornichons. Ah. OK. Puis, mais on peut aussi les mettre avec les courgettes, les courges, les poireaux, les tomates et les ciboules. Ça fait bon ménage. Ça fait bon ménage. Bon. Et puis maintenant, les céleris raves, eux, font bon ménage avec quelle autre plante? Concombre et cornichons encore, puis bête à carde, les choux, les melons, les pastèques et les tomates. Donc, c'est encore ça, une bonne... Puis ça va loin. Les plantes, là, les plantes compagnes, les associations, ça te donne plus de rendement. Ça te donne des plus beaux plants en général. Ben, vous irez écouter le balado. C'est ça. Hein? OK, on a un balado sur au-delà de la controverse. Oui. Le compagnonnage, là. Il y a un balado qui s'adresse exclusivement à ça. Vous avez tous les détails. Parfait. Est-ce qu'on peut cultiver les céleris en pot pour ceux que ça intéresse? C'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est un système racinaire qui est imposant à la fin de la saison, là. Les céleris à côte, on va utiliser les variétés dites blondes qui sont plus faciles à blanchir puis qui sont même, dans certains cas, on n'a pas besoin de les blanchir. Et pour les céleris raves, c'est quasiment impossible. Ça marche pas. Ça a trop de racines, là. Pour les céleris à côte, il faut compter un pot de 27 cm de diamètre et de 50 et 30 cm de profondeur ou 8 litres par plant. Donc, il faut un pot minimum de 8 litres pour un plant. 8 litres donc, de terre. Si vous avez 3 plants, 3 fois 8, 24. C'est dans ce sens-là, quand je dis 8 litres pour un plant, si vous avez 3 plants, c'est 24 litres. Vous multipliez, vous prenez le nombre que vous multipliez à ce moment-là. Tu grossis ton pot, puis tu mets plus de terre. Mais si vous avez un gros pot, des pots allongés et tout ça, là, vous savez les quantités de terre que vous avez, vous pouvez le mettre en conséquence. L'entretien maintenant, tout au long de la belle saison en plein soleil. Alors, l'entretien, avec les céleris à côte, c'est un sol humide mais sans excès. Et pour les céleris raves, il ne faut pas qu'il manque d'eau. Bon, ça tu l'avais un petit peu dit, oui. On fait des engrais des 2 à 3 apports au cours de la saison d'engrais naturels. Hein, c'est une plante qui est gourmande, là, donc on va lui donner un peu d'engrais naturel. Et on va utiliser un engrais riche en phosphore, si possible. Encore là, même si OK, le phosphore, normalement, on utilisait... Mais normalement, ce dont je me souviens, pour les fleurs, pour les fleurs, pour les tiges, pour renforcer les tiges. OK, sur un plant de légumes. Parce qu'on va éviter les engrais trop riches en azote, parce que ça va avoir beaucoup de feuillage, mais les tiges vont rester petites. Là. On va faire beaucoup de feuilles, mais les tiges vont rester petites. C'est pour ça qu'on balance un peu plus avec le phosphore. Là. Okay. Mais si vous n'avez pas d'engrais avec du phosphore, c'est pas très grave, là, mais ne mettez pas trop d'azote, par exemple. Okay, et l'azote non plus. C'est ça. OK. Alors, pourquoi les céleris poussent-ils si difficilement? Manque de nutriments, d'éléments nutritifs. Ils ont faim. Il faut suivre il faut mettre à faire un bon apport de compost avant la plantation. C'est important parce qu'ils ont toujours faim. Puis il faut suivre les apports fertilisants en été. C'est une plante qui aime manger. Fait que souvent, elle reste chétive parce qu'on n'en met pas assez d'engrais. Alors, c'est comme les tomates. C'est gourmand. Oui, c'est gourmand. C'est gourmand. C'est ça. Bon. Alors, parfois, on constate que les côtes restent petites. Manque de nourriture. C'est ça, manque de nourriture. Puis on revient à ton phosphore de tantôt aussi. Oui. Bon, parfait.
Les ennemis, j'aime pas ça à ce point-là, mais bon. Y en a-tu qui en veulent au céleri? Oui, il y en a deux. C'est la mineuse du céleri puis les papillons du céleri. La mineuse. Oui. Je vais vous donner pour... on va y aller avec les autres ennemis. Un peu de mouche de la carotte, des punaises ternes, des pucerons, des cicadelles, des vers gris et des limaces. Mais ça, c'est moins souvent. Puis du côté des maladies, c'est alternariose, septoriose et blanc. Aussi encore, là, à part le blanc, il n'y a pas de gros problème. Là, je vous les donne, celles qu'on voit, mais on ne les voit pas forcément. Là, c'est pas toutes les fois qu'on les voit. Là. Les vrais problèmes, c'est mineuse du céleri et papillon du céleri. Et comment on reconnaît ça, la mineuse? Une présence de galeries sinueuses, là, comme on voit, la mineuse, c'est comme on voyait sur les bouleaux, là, pour ceux qui connaissent ça, là, sur les bouleaux, la mineuse. Donc, il y a une partie de la feuille qui est transparente, alors que l'autre partie est bien verte. Puis ça va jusqu'au jaunissement du feuillage. Ça peut aller jusqu'à que le feuillage jaunisse complètement. Donc, tu vas perdre ton plant. On va perdre le plant. Ah oui. Présence de petites larves blanches et jaunes. Et par la suite, on a des petites mouches noirâtres avec des pattes jaunes. Okay? C'est joli, ça. C'est très joli. Ouais, Le moyen de le contrôler, c'est le filet anti-insecte, parce qu'il n'y a pas vraiment de produit qu'on arrive à mettre pour le contrôler. Mm-hmm. Et en cas de forte infestation, si vous voyez que vous n'êtes pas capable de le contrôler, vous arrachez puis vous détruisez les plants. Parce que vous n'arrivez pas à le contrôler, là. Mais il faut mettre le filet anti-insecte en début de saison, là, puis avec ça, ça va. Puis ça va pour le céleri parce qu'il n'y a pas de fleurs, donc on n'a pas besoin de l'enlever puis de le remettre, là, puis il n'y a pas de problème de pollinisation. Puis avec les fameux filets anti-insectes, on se retrouve avec un produit qui est beaucoup plus bio, qui est beaucoup plus sain. C'est ça. Parce que dans le commerce, ils sont obligés, dans les cultures à grand déploiement, là, oui, industriels... même dans le bio, ils mettent des biopesticides, mais oui. C'est quand même des pesticides. Mais il y en a beaucoup dans le céleri? Ça dépend. J'ai entendu. Ça dépend. Ça dépend comment est-ce qu'ils cultivent. Ouais. Là, je vous donne ça en général, là, mais ça dépend. Il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Là. Mais ça peut être un problème. OK, tandis que quand tu les fais... Parce que je veux juste faire ressortir l'avantage de faire tes propres céleris. Bien, c'est que tu contrôles. C'est ça. Tous les légumes. Alors, comment on contrôle maintenant le papillon? Parce qu'on nous a parlé de la mineuse, mais il y a le papillon du céleri. C'est une petite chenille verte rayée de jaune et de noir, très jolie. Elle dévore le feuillage. Donc, on peut faire du ramassage manuel, là, parce qu'elles sont assez grosses, les chenilles, qu'on les voit. On peut aussi utiliser un filet anti-insecte. Puis lui, on a un produit, c'est le BTK qu'on peut utiliser pour réduire la présence. C'est un biopesticide, c'est ça le BTK? BTK, oui, c'est un biopesticide. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Tu nous titilles depuis le début en disant, bon, blanchiment, c'est un blanchiment spécial qui se compare à ce qu'on fait avec les endives. Des côtes de céleri, là. Pas de l'argent. Pas de l'argent. Pas de l'argent sale. Là. OK, bon. Vous pouvez... Moi qui ai déjà fait le jardin d'un mafieux. Arrête. Oui, j'ai déjà fait le jardin d'un mafieux. Je ne savais pas qu'il était mafieux, mais il était mafieux. Et ils ont droit à avoir des belles plantes, eux aussi. Comme je dis toujours, il a enterré son argent dans son jardin. Oh oui, bon. Oui, bon. OK. Alors, blanchir, c'est comme on fait pour les endives en Belgique, là? Non, c'est complètement différent. C'est le même principe. C'est le même principe, OK? On va blanchir, c'est-à-dire qu'on va enlever la chlorophylle. OK? C'est le même principe, mais on va le faire d'une manière différente parce que nos plantes sont dans le sol. Mais on fait ça pour que ce soit plus doux au oui, goût. Normalement, c'est pour être plus doux au goût, mais il y a moins de chlorophylle, donc un peu moins d'éléments nutritifs. OK? Donc, on va réunir on va attacher les tiges ensemble
pour leur base, puis on peut les laisser blanchir comme ça. Donc, tes feuilles intérieures vont se blanchir, OK? Ça, c'est une méthode. Comme si tu refermais le plan sur Le lui-même. plan est assez ouvert, puis là, on referme ça sur lui-même. Donc, ceux de l'intérieur vont blanchir. Okay? C'est ce qu'on trouve à l'épicerie. À l'intérieur, c'est plus pâle. Oui, des fois, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. On peut aussi installer un carton. Hein? On prend un morceau de carton et puis à peu près là, sur la base. On ne fait pas ça sur toute la plante, là, mais à peu près sur... quand vous avez des tiges, là, sur les 2/3 bases des tiges, vous pouvez mettre un carton. Et l'autre chose, c'est que l'ancienne méthode, là, c'est qu'on mettait de la terre. Débutant. On remontait la terre le long. Ils attachaient puis ils remontaient la terre. Oui. Okay? Mais ça, c'est un peu plus de travail. Puis ils sont plus sales après. Là, il faut les laver comme il faut. Fait que le carton était la bonne solution. Et les variétés blanches ou dorées qu'on commence à trouver ne demandent pas de blanchiment. Donc, elles sont formidables, celles-là, et donc, elles sont plus blanches. Et c'est des céleris qui seraient plus doux au goût? Qui seraient plus doux au goût. J'en ai jamais mangé. J'en ai jamais trouvé. J'en ai jamais mangé. Il faudra que j'essaye ça un jour. Ben oui. Dans le jardin. Dans le jardin. Dans le potager. Bon, on essaye quand est-ce qu'on récolte les céleris branches? Alors, les céleris branches, au moment où les côtes commencent à avoir la bonne grosseur. Hein. C'est-à-dire que quand on voit que la tige a une bonne grosseur, on peut la casser. On n'est pas obligé d'attendre d'arracher tout le plant. Là, on peut commencer à les casser au fur et à mesure. Donc, c'est celles qui sont à l'extérieur, on les coupe. Mais tu sais que c'est une bonne idée? Parce que tu les récoltes au fur et à mesure. À ce moment-là, tu peux les traiter au fur et à mesure. Puis l'autre chose, c'est qu'elles sont... Puis quand tu les prends jeunes, elles sont moins croquantes. C'est pas qu'elles sont pas croquantes, c'est qu'elles sont moins dures. Tu sais, des fois, tu achètes des céleris, puis les premières, ils sont dures. Là. Ils vont pas dans la soupe, là, c'est dur à manger. Là, tu les cueilles à l'extérieur. À l'extérieur, au fur et à manger. Donc, habituellement, tu peux le faire avant le blanchiment, mais ça peut se faire aussi après le blanchiment. Toute la plante va s'en aller du potager avant les premières gelées. Donc, on coupe la racine, la racine, puis on utilise tout le feuillage. Bon, voilà, pas de perte. Non. Zéro perte. Alors, quand récolter? Par contre, le céleri rave... Quand on atteint la grosseur désirée, parce qu'effectivement, plus ils deviennent gros, plus ils deviennent fibreux. Donc, tu ne laisses pas aller jusqu'à l'automne tard. Tu peux aller laisser jusqu'à l'automne parce que ça dépend ce que tu en fais. Si tu les mets dans la soupe, ça ne paraît pas trop. Là, Donc, tu peux les laisser à la grosseur désirée parce que tu veux les arracher une seule fois. Tu les arraches le plant complet. Tu ne prélèves pas quoi que ce soit. J'imagine que les feuilles de céleri rave puis les feuilles de céleri peuvent aussi servir dans les bouillons puis dans les soupes. Oui. Hein? Oui, j'imagine. La reine du bouillon peut nous en parler. Oui, hein? Mais j'ai jamais essayé ça parce qu'ils ne les vendent pas avec les feuilles. C'est ça, ils ne les vendent pas avec les feuilles. Voilà, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Mais parce que des fois, quand tu vas dans les marchés, il y a des feuilles. C'est pour ça que je dis ça. Donc, on arrache le plant au complet. Vous allez voir, arracher un céleri rave, c'est une job parce qu'il y a beaucoup de racines qui descendent en dessous. Là, Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'arracher puis on va couper les racines. Là. On va mettre dans le compost. Donc, ça demande des gros bras. Donc, on supprime les racines allongées et on coupe la totalité du feuillage. Puis, de quelle façon on mange tout ça? Alors, ou on apprête? Les céleris branches, on peut les manger crues ou cuites. Il y a de nombreuses utilisations, puis ça se congèle. Les céleris raves, les deux en réalité. Les céleris raves aussi, on peut les manger crus ou cuits. Là. Oui. OK, donc les deux, crus ou cuits. Je vous donnerai pas des recettes parce qu'il y en a des centaines. Là, avec du céleri, ça rentre dans beaucoup, beaucoup de choses. Là, on peut aussi les sécher pour faire du sel de céleri. Et puis aussi, ça se congèle, les céleris. Que plusieurs, ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. De cultiver ça. C'est ça. Je vous dirais pas que c'est une plante pour débutants. Là. Non. Le céleri, c'est pas une plante pour débutants. Une fois que vous avez bien maîtrisé votre potager, là, vous pouvez vous embarquer dans les céleris, là. Mais c'est pas une plante de débutant, mais c'est une plante intéressante parce que c'est assez cher, le céleri. Puis, on sait qu'il y a une mode là, du jus de céleri, là. J'ai pas vu passer ça entre les branches. Entre les branches de céleri. Entre les branches de céleri. Ouais. Fait que ça a été assez cher à un moment donné. Là, tout le monde se rouait sur le céleri, là. Donc, mais comme je vous dis, c'est pas une plante qui est facile. Donc, c'est un beau défi. Puis il y en a à qui ça fait plaisir. Quand tu arrives à un certain stade, là, tu as mais il faut donner des défis dans un potager. Il faut essayer des choses nouvelles. Moi, j'en ai fait à tous les ans. Ça marche pas. On continue, on élimine. On recommence, on élimine, et puis on avance. Alors, ça complète notre balado pour aujourd'hui. Ça sent le céleri. Ça sent l'enfance. Voilà. Alors, je vous invite à nous suivre. Nous vous invitons, en fait, sur la page radiolégumes.com. J'ai droit aussi. Tu as droit aussi d'inviter toi-même. C'est bon, correct. Avec une équipe, mais tu as le droit tout seul. Et vous allez sur Subscribe pour rester informé des parutions qui viennent. Ouais. Et puis, vous pouvez nous écouter tout le temps. On en a rendu plus d'une soixantaine. 64. Ouais. Et je voudrais remercier Sam Saveur de nous encourager à continuer.
Merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique et à Charles Gervais-Dumont, son petit frère, mon petit grand frère, pour l'assistance technique. Salut tout le monde, portez-vous bien à vos jardins. Merci Bertrand. Merci Janine, à la prochaine. Bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.